Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour notre panel sur le thème Quel avenir pour le retail après la crise du Covid, organisé par Mébris Digital. Merci aussi à nos deux panélistes, Sébastien Zins, Senior Vice President chez Salesforce France dans le retail, et Philippe Joly, qui est expert du retail et advisor de start-up et de la retail tech aux États-Unis. Pour ma part, je m'appelle donc Abigail Schirman, je suis VP Retail et Consumer Product chez Baybridge Digital, qui est donc une société experte de la transformation digitale sur Salesforce. Et donc, j'accompagne nos clients, aussi bien en France qu'à l'international, sur tous leurs enjeux de transformation digitale et de digitalisation des parcours des clients. Nous traversons aujourd'hui une période inédite dans laquelle plus d'un tiers de la population mondiale est confinée. Les magasins sont fermés et beaucoup d'entre nous travaillons à distance. Dans ce contexte, je dirais que le retail avec le monde de l'hospitality et du tourisme sont les premiers touchés. Et on se pose tous les mêmes questions. Est-ce que cette crise aura un impact sur le long terme dans la manière dont on organise, dans les usages des consommateurs? Est-ce qu'il y aura des grands gagnants de cette crise? Et comment les retailers doivent se transformer pour assurer la pérennité de leur business model post-Covid? Ce sont des sujets que nous allons aborder aujourd'hui avec donc nos deux panélistes. Et je propose, avant de commencer, de leur laisser la parole pour une petite présentation sur leur parcours. Phil, à toi. Je pense que tu m'as décrit. Voilà, je travaille dans le retail ces dernières années pour un certain nombre de raisons liées à mes activités, on va dire, de consulting entre guillemets. Et puis depuis pas mal d'années maintenant, je suis installé depuis 12 ans dans la Bay Area. Et effectivement, je passe pas mal de temps auprès des startups, un petit peu partout, je dirais de San Francisco jusqu'à Tel Aviv pour résumer un petit peu. Très bien. Merci Phil. Sébastien? Bien, bonjour à tous, je suis ravi de faire partie de ce panel. Donc pour ma part, j'ai rejoint Salesforce il y a 9 ans, après un long passé dans le marché de la relation et du service client. Et donc je m'occupe effectivement d'une grosse partie de l'activité retail pour Salesforce en France depuis bientôt 5 ans. Très bien. Merci à tous les deux. Pour commencer, j'aimerais avoir un petit peu votre point de vue sur la manière dont les retailers, que ce soit en France ou aux États-Unis, abordent cette crise, comment ils la gèrent quotidiennement. Nous, ce qu'on voit du côté de Baybridge, de nos clients, c'est que beaucoup de clients finalement gèrent le day-to-day, hein, essaient vraiment de surmonter, à la fois surmonter la crise et puis trouver un moyen quand même de garder une pérennité dans leurs activités, de éventuellement renégocier des loyers et puis parfois même décident de mettre en stand-by certains projets. Et puis au contraire, il y en a d'autres qui veulent les poursuivre en pensant que les projets justement sur lesquels ils travaillent sur le long terme seront des projets stratégiques pour le post-Covid. Phil, toi tu es basé aux États-Unis. Comment les retailers traversent cette crise aux États-Unis? Avec votre permission, je vais faire un petit retour un peu macro parce qu'on entend beaucoup de choses dans les médias français sur les US et à part le parler de Donald Trump, on comprend pas trop ce qui se passe. Donc, je vais vous expliquer très rapidement pour arriver en fait à la situation avec quelques chiffres. On parle de Pearl Harbor Moment ici, donc c'est vraiment un impact très très important comme en France, comme partout d'ailleurs. Chaque État aux États-Unis s'est organisé un petit peu différemment. Donc, les États-Unis, c'est pas une organisation jacobine. Et la Californie du Nord, par exemple, elle fonctionne de façon tout à fait différente au niveau des counties. Je parle de ça parce que c'est un impact sur la façon dont les retailers ont fonctionné naturellement, parce que c'est un peu chacun, il va un petit peu des instructions qu'ils reçoivent de leur État, etc. Sachant que Trump, il s'agite là-haut, mais c'est pas forcément lui qui est aux commandes des États sur le terrain. Donc il y a une fermeture progressive des magasins, notamment, alors, je parlais de la Californie du Nord, de San Francisco en particulier, à compter du 15 mars. Decathlon, une marque que vous connaissez bien, comme tout le monde a dû fermer ses magasins après que le Don Breed ait annoncé le shelter in place. Il y a quand même des marchés qui sont organisés le 20 mars. Ça n'a pas fait peur dans certains counties. C'était assez
assez sidérant de voir ça. Et puis le gouverneur de Californie, le 20 mars, a décidé de mettre tout ça, tout le monde d'accord, en demandant à tout le monde de rester chez lui. Donc ça, c'est un petit peu la situation sur le terrain. On commence à annoncer des morts chez Walmart, chez Lowe's, et le coronavirus aujourd'hui, il a eu comme conséquence de fermer environ 630 000 US retail outlets. Et des estimations que j'ai vues, c'est à peu près 430 milliards de revenus qui vont être perdus dans les 3 mois qui viennent. Donc ça, c'est une situation avec des chiffres. Derrière, Gap, Macy's ont commencé à mettre alors pas vraiment licencier, mais à mettre en espèce de stand-by, parce que il faut naturellement que les employés, vous connaissez aux États-Unis, il faut que les employés ils aient leur assurance médicale. Sans contrat de travail, il n'y a plus d'assurance médicale, donc ils sont on hold. Je ne sais pas trop comment le dire en français. Ça concerne 80 000 associates pour Gap aux États-Unis et au Canada, et c'est 125 000 pour Gap quand même. 10 millions de nouveaux chômeurs, vous avez entendu, la nouvelle est passée d'un seul coup, comme ça, clac. Et en attendant, il y a Amazon qui recrute 80 à 100 000 personnes dans les semaines qui vont venir. CVS va recruter 50 000 personnes. Walmart va recruter 150 000 personnes pour ses fulfillment centers. Instacart pense recruter 300 000 personnes dans les 3 mois qui viennent, etc., etc. Donc c'est un vrai chaos qui est organisé avec des priorités de première urgence au niveau du retail, avec tout ce qui est supermarché qui continue de tenir la route, et les nouveaux business models qui commencent à bien fonctionner. Je pourrais en parler, Instacart, etc. Mais pour le reste, c'est une vraie épidémie de mauvaises nouvelles, malheureusement. Non, tout à fait. Avant de passer la main à Sébastien pour avoir son point de vue sur la France, juste pour répondre à ce que dit Phil, c'est vrai qu'on voit bien, et on en parlera plus tard dans le panel, que dans l'univers du retail, c'est un univers qui est quand même assez large. Et dans le retail, il y a quand même certaines catégories qui vont plus bénéficier, bien sûr, de cette période que d'autres. Et on va y venir pour voir quels sont les modèles les plus successful un petit peu plus tard dans le panel. Alors, Sébastien, juste si tu pourrais aussi nous donner ton point de vue sur l'état d'esprit de tes clients et des retailers avec lesquels tu travailles. Oui, donc comme, comme Phil, pardon, je vais remettre un tout petit peu de contexte de la situation, parce qu'elle arrive dans un contexte particulier. D'abord, un contexte de mutation important, parce que on sait bien que depuis plusieurs années, nos chers retailers sont à la quête d'une transformation digitale. C'est un peu tarte à la crème, mais en tout cas, ils cherchent un peu à se réinventer, avec un peu un enjeu de savoir comment j'y vais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et on y reviendra. Évidemment, en France en particulier, on accumule cette crise sanitaire avec 2 crises successives qui ont été celles des gilets jaunes et puis plus récemment des grèves fin 2019, et que donc le coronavirus, c'est un peu le coup de grâce qui arrive sur ce contexte déjà extrêmement difficile. Alors, comme toutes les crises, on va dire que ça vient exacerber un certain nombre de caractéristiques. C'est vrai au niveau des États, c'est vrai au niveau des entreprises. Donc, il y aura des défaillances, certainement des entreprises qui étaient déjà mal en point, et ce contexte, bien sûr, en est un exemple. Et on a déjà entendu dans la presse un certain nombre d'entreprises qui sont en redressement judiciaire ou qui cherchent à se mettre en redressement judiciaire. Après, je pense que la complexité pour les organisations, c'est qu'elles ont énormément de choses à gérer en même moment. Selon les secteurs qui sont effectivement plus ou moins touchés. On voit qu'on a un e-commerce globalement en France, selon une enquête Content récente, dont le trafic augmente de 13%. Alors ça cache de grandes disparités, on y reviendra. Mais effectivement, on a à gérer à la fois en hyper court terme la fermeture de magasins, la mise au chômage partiel, la gestion des offres de l'État, la gestion du cash. Effectivement, je pense que c'est un des points clés qui va faire que les entreprises vont pouvoir tenir. Une problématique d'opération où il faut arrêter la production ou la relancer, faire relancer les commandes pour l'après-confinement. Si oui, combien? La relocaliser, c'est des questions qui se posent. On a des problèmes de substituts d'approvisionnement, notamment pour l'alimentaire, qui peuvent se poser.
Et puis, il y a un énorme enjeu de méthode de travail. On est tous réunis, Phil et sous le pont de San Francisco, moi dans la campagne et Abby en Israël, je crois. Bon, voilà, cette technologie-là, elle n'est pas forcément disponible pour tous. Il faut la mettre en place, il faut réinventer des moyens de fonctionnement, des moyens des organisations. Il y a aussi des gros enjeux de communication avec les employés qui se posent. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de sujets, du court terme, du hyper court terme et du moyen terme. Et il va falloir effectivement pour les entreprises mener à bien tout ça de front, ce qui est de grosse complexité. Très bien. Justement, tu parles d'un des enjeux qui est l'enjeu du court terme, qui pourrait d'ailleurs se transformer en un enjeu de long terme si ces impacts duraient dans le temps. C'est tout ce qui est autour de comment rester connecté avec son écosystème. Aujourd'hui, du fait on va dire du travail à distance, du fait que les magasins sont fermés, on utilise vraiment les nouveaux outils digitaux pour pouvoir rester connecté. Si on regarde du côté des clients, moi, ce que j'observe, c'est qu'un certain nombre de marques essayent de rester connectées avec leurs clients, non pas forcément via on va dire du marketing qui pourrait être perçu comme étant trop commercial en cette période, mais plutôt par des rendez-vous un petit peu quotidiens, des rendez-vous réguliers sur des réseaux sociaux, un peu comme on fait aujourd'hui au travers d'un webinar. Et aussi des marques qui essayent vraiment de retravailler leur image ou de travailler davantage leur image en s'associant justement au combat contre cette crise, notamment en transformant une certaine partie de leurs usines pour également produire des masques, notamment dans la cosmétique ou dans le luxe. On voit aussi des marques qui vont reverser une partie de leurs revenus e-commerce pour le bien de l'association. Je serais curieuse de savoir de votre point de vue, peut-être commencer cette fois-ci par Sébastien, quelles sont les approches les plus innovantes qu'on a pu observer, qui ont été utilisées par des marques justement pour garder cette relation et cet engagement avec leurs clients. Bah, c'est exactement ce que tu as dit. L'enjeu, c'est, si je le résume, c'est être présent, mais pas pressant. Et c'est comment je vais tirer des fils assez fins pour me montrer en tant que marque, montrer ma présence et mon attention à mon client, sans évidemment avoir une activité commerciale ou marketing qui pourrait sembler décalée par rapport à la crise sanitaire que l'on vit. Je pense que c'est difficile et qu'on apprend chaque jour, et je dis pas qu'il y a un modèle parfait. Euh, j'ai un exemple en tête qui est celui de Clarins, qui a lancé Clarins c'est quelque chose qui s'appelle Clarins c'est moi, qui sont en fait du conseil gratuit, 15 minutes après prendre ce rendez-vous. Donc en fait, on va échanger avec son client sur des conseils beauté, etc. Alors, ça présage un tout petit peu, et je trouve que c'est intéressant, parce que ça présage aussi un peu de ce que peut devenir le retail de demain, ou en tout cas un des axes de travail, de réflexion de nos chers retailers, qui est l'injection de services dans mon activité de retail qui est naturellement pour vendre plus de produits. Alors chez Clarins, c'est quelque chose qui n'est pas neuf, qui existe déjà depuis longtemps. C'est juste un exemple et c'est une façon d'apporter de la valeur. C'est du conseil gratuit évidemment parce que le contexte n'est pas à générer du revenu, mais encore une fois, rester connecté à son client. Évidemment, chaque retailer, en fonction de son compte, de son activité, va devoir trouver la façon dont il continue à engager. On a des retailers qui continuent à se développer et à croître, notamment sur le e-commerce, à part le retail physique alimentaire de première nécessité. Et donc, eux continuent à avoir une activité importante, mais sinon, ceux qui ont une activité fermée ou quasi fermée, ils doivent trouver effectivement des substituts, et ce type d'exemple est intéressant à suivre. Non, non, tout à fait. Toi, de ton côté, Phil, des exemples aussi d'innovation dans ce domaine? Bah, c'est un petit peu difficile de trouver des exemples parce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de payer ses salariés. Donc, Starbucks a été très innovant en annonçant d'ores et déjà qu'ils paieraient leurs employés, ceux qui veulent bien aller travailler ou pas, jusqu'à la fin juin. On annonce des augmentations de 2 dollars par heure chez Lowe's, etc. Voilà, les masques sont manquants. Instacart et Amazon qui font face à des grèves. Bon, c'est un petit peu difficile je pense que aujourd'hui, les réseaux sociaux, en tout cas ceux qui gèrent les communautés des retailers alimentaires, non alimentaires, ont pas mal de choses à gérer. Alors pour amener un petit peu de choses, peut-être pas dans l'innovation, mais des choses qui ont été, enfin que les retailers ont été obligés d'adapter
je dirais, pouvoir fonctionner d'une façon un petit peu normale. C'est ce qu'on appelle aux US le social distancing. Donc, jusqu'à présent, jusqu'à encore récemment, Target ne le faisait pas. Donc, tu rentres là-dedans et puis voilà. Les instructions du masque viennent de sortir il y a quelques jours. Donc voilà, c'est des priorités qui sont gérées. Innovation, c'est ouvrir les magasins à des horaires spéciaux pour les personnes âgées. Bah, ça, c'est pas très innovant, mais en tout cas, c'est un service aux clients et comment donner confiance à ses clients dans une période où tout le monde a la trouille de choper cette cochonnerie. Je pense que c'est quand même assez intéressant de le noter en tout cas, de le citer. Lowe's, alors Lowe's, c'est assez marrant, je trouve ça assez sympa. Ils encouragent les Américains à mettre des signaux pour supporter les gens qui travaillent, des messages de gratitude. Alors bon, il y a à Washington, ils mettent des nounours. En France, ils applaudissent à 8 heures du soir. En Italie, ils chantent. Bon, voilà, chacun y va de son truc. Donc, Lowe's a trouvé que c'était une part sympathique. Comment rester près de ses clients? Bah, c'est en montrant qu'on est des gentils retailers. Donc, Lowe's a donné à peu près 10 millions de dollars en produits essentiels pour les services médicaux. Et puis, comment aussi apporter l'innovation à ses clients? Alors, eh bien, Best Buy a trouvé la solution. La grande mode en ce moment, c'est le curbside. C'est-à-dire que naturellement, les retailers non alimentaires continuent d'avoir un petit peu de chiffre d'affaires quand même. Donc Macy's, entre autres, Best Buy, Bevmo, c'est très pratique pour des Français qui sont confinés et qui ont envie de boire un petit peu de vin rouge. Donc c'est pas disruptif, mais bon. Pour ceux qui vivent aux États-Unis, la livraison en curbside, c'est une nouveauté, quoi. Le drive, ça n'existe pas aux États-Unis. Donc, à part Instacart ou se faire livrer chez soi avec Amazon Fresh, bon courage les gens, il n'y a pas vraiment d'innovation. Alors, pour répondre quand même un petit peu à la question, parce que je veux pas avoir un petit peu les pieds dans le bourbier, il y a eu quand même des petites choses assez nouvelles qui ont été faites pour parler. Alors, la palme de l'innovation involontaire, je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est Decathlon et son masque. C'est arrivé de nulle part et ça a même fait l'objet de quelques demandes aux États-Unis, puisque bon, la situation à New York est complètement dramatique. Une initiative que j'ai trouvée intéressante, un peu inhabituelle, c'est Stannard, qui est un vieux retailer qui a utilisé les robots. Je les ai jamais vus fonctionner en vrai. Je ne sais pas si vous avez vu ces robots. Il y a eu une mode il y a 2-3 ans de robots qui vont livrer les groceries à domicile avec des petits robots qui se baladent à Redwood City, etc. Ben là, ils s'en sont servis pour de vrai. Alors, ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été quand même l'occasion pour ce retailer il y a beaucoup de retailers aux US qui sont pas très innovants ça commence à me perturber. C'est peut-être que je vais arrêter de parler d'ailleurs. Mais bon, voilà, ils ont commencé à utiliser ces robots mobiles que je trouve intéressants. Voilà, chacun essaie de faire des trucs à son niveau. Voilà, quelques petites initiatives innovantes. Un petit truc peut-être pour terminer, en plein marasme quand même. Il y a quand même de la projection et bon, vous avez tous entendu parler de la circularity, l'économie j'ai vu un webinar et des initiatives faites par Nostrum, IKEA et Walgreens. Le 24 mars, ce webinar était là pour expliquer les initiatives que les retailers vont prendre en termes de recyclage. Donc de circular economy, j'ai trouvé ça a fait du bien, ça a apporté un petit peu d'air frais dans malheureusement ce que je dis depuis tout à l'heure, des nouvelles un petit peu sombres. D'accord. Mais pas très innovant. Aucun d'entre vous n'a cité un exemple que moi je trouve aussi intéressant, qui est un peu périphérique peut-être à l'univers du retail, mais dans tout ce qui est salle de sport, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'innovation autour de justement garder, parce que le sport c'est quand même déjà une problématique dans le cadre du confinement, puisque les gens sont chez eux. Les gens vont continuer à faire du sport et le côté collectif et salle de sport se transforme finalement en cours en ligne, en cours live, avec, je trouve, un vrai engouement sur ce type de service, à voir si ça perdurera dans le temps. Non, tu as raison.
Tu as raison. Mon voisin d'en face, j'ai vu, il y a une camionnette Peloton qui est arrivée et je le vois faire du Peloton tous les jours. Et il s'est mis bien devant la fenêtre, comme ça on voit bien qu'il fait partie des mecs qui peuvent se payer $2000 le vélo plus l'abonnement mensuel. Donc, non, non, je pense que ces boîtes-là fonctionnent très, très bien. Alors, Soul Cycle, etc., effectivement, et les yogas, c'est un petit peu dur pour eux, mais je pense que le business derrière, il tourne pas mal pour des boîtes comme Peloton. Peloton en français. D'accord. On a parlé du côté vraiment de la connexion avec ses clients. Maintenant, il y a un vrai enjeu aussi, je pense, à rester engagé avec les collaborateurs. Alors, dans l'univers du retail, c'est particulièrement challenging parce qu'une partie des collaborateurs est à l'arrêt, parce que les boutiques sont fermées, mais d'autres essaient quand même de continuer à travailler, de faire vivre la boutique et potentiellement de penser à l'avenir. Alors là, je me tournerai plus vers Sébastien. Comment Salesforce, comment vous aidez vos clients justement à réussir à travailler à distance et à rester engagés avec les collaborateurs? Bah, déjà, il y a une chose il me semble importante, c'est qu'on parlait il y a longtemps, enfin il y a longtemps, on a souvent parlé de symétrie des intentions quand on voulait louer la qualité de l'expérience client. En gros, on traite un employé comme on traite un client et un employé heureux, enfin un client heureux. Je pense que ce que je disais, présent mais pas pressant pour les clients, vaut aussi pour les employés. Alors, chaque entreprise va trouver, encore une fois, son équilibre, son juste milieu sur la façon dont elle souhaite fonctionner avec ses employés. C'est vrai qu'au sein de Salesforce, très très tôt, on a mis en place un certain nombre de dispositifs pour garder un lien déjà, c'est important, et sans doute surcommuniquer. Alors après, il y en a qui s'en plaignent, il n'y a pas d'obligation bien sûr. C'est une notion de pression commerciale pour les clients, mais aussi interne, qu'il faut trouver ce bon dosage. Et donc il y a une surcommunication, beaucoup de surcommunication au plus haut niveau. Nous, au sein de Salesforce, on a deux calls de téléconférence hebdomadaires avec le board, donc Marc Benioff qui est notre PDG et l'intégralité du board, avec des questions qui sont posées très directes d'ailleurs au board. Donc ça donne aussi une notion de transparence. Je pense que c'est une situation hyper anxiogène que tout le monde vit, que les employés vivent, et une des façons en tout cas de résoudre un peu cette anxiété, c'est de donner de la transparence et de montrer qu'on communique un maximum sur les données dont on dispose. Donc, et c'est de mettre de la parole. Donc, je pense que communiquer au niveau global, communiquer au niveau équipe, après, chaque client trouve son modus operandi. On n'a pas de leçon à donner. On a des clients qui continuent à communiquer alors que les gens sont au chômage partiel. Il n'y a pas d'obligation à participer à ces calls, mais ça maintient un lien, ça maintient une relation. Et ce n'est pas des calls qui sont destinés à parler de l'activité opérationnelle du business. C'est des calls qui sont uniquement destinés à faire parler les gens, à les écouter et à maintenir un lien d'équipe, un lien d'organisation comme il peut se maintenir. Une des choses que nous, on a mis en place très rapidement, c'est qu'on a parmi nos solutions, des solutions qui permettent aux équipes de collaborer et de mieux travailler ensemble. Et on a mis en place un starter kit gratuit jusqu'au 30 septembre. Donc, n'importe quelle organisation peut en faire l'usage. Et c'est une solution qui s'appelle Quip. Mais je pense que, encore une fois, au-delà des outils, je pense que chacun va trouver cette bonne organisation. Il n'y a pas de vérité absolue. Nous, c'est vrai qu'on a aussi quelques communications sur la façon dont on gère cet état de crise en interne. Et on a quelques clients qui nous demandent de venir présenter notre façon d'aborder cet état de crise, qui est très top-down, qui est très éclaté, et qui nous permettent d'avoir une gestion assez forte. Et puis, on a aussi mis en place depuis longtemps, et là, forcément, ça porte ses fruits, un système qui permet d'avoir un lien avec chaque employé, notamment ceux qui sont dans des difficultés personnelles ou de leurs proches sanitaires, et de les suivre et de les accompagner, en plus évidemment des services sanitaires locaux dont ils peuvent bénéficier. D'accord. Donc, c'est très intéressant. Et toi, Phil, plus le côté, peut-être côté partenaire, côté client partenaire, comment tu gères justement cette période? Je voudrais juste souligner un truc. J'adore, je suis passionné de la sociologie des organisations et je pense qu'on parle beaucoup aujourd'hui du monde médical, des manques de moyens, du stress. Je pense aussi beaucoup entendre parler de l'impact que la période aura eu pour les salariés. Je parle des caissières. Je parle pas des grands patrons de l'industrie alimentaire qu'on voit passer dans des podcasts sur les chaînes de télévision françaises.
qui sont à la limite de la polémique par moment, mais je pense qu'on aura certainement aussi, je pense qu'il y a des choses qui vont se passer de ce point de vue-là, et des entreprises comme celle de Sébastien vont avoir du travail pour, je pense, parce qu'il y aura un besoin de dire, un besoin de remonter l'information, jamais plus ça, parce qu'on les a un petit peu lâchés quand même dans la j'ai l'impression d'être très sombre aujourd'hui. Je ne sais pas. C'est peut-être, je ne sais pas. Il fait moins de 10 degrés en Californie du Nord. J'ai froid. Ça me rend très pessimiste. Pour apporter, je vais peut-être citer un exemple sympathique. Les startups, comment ça se passe, hein, les startups dans le retail? On est dans le sujet ou c'est bon? Ça peut Oui, être. Ouais, super. Bon, j'ai préparé un petit peu quand même. Non, mais j'ai discuté avec une startup hier qui fait des robots qui passent dans les rayons et qui aident beaucoup les retailers en ce moment, qui ont beaucoup besoin naturellement de savoir ce qui se passe dans leurs étalages, le planogramme, où qu'il en est, etc. Et donc, c'est une entreprise qui est à la fois dans le hardware et dans le software. Donc, elle a anticipé un petit peu la période de confinement en demandant à tous ces ingénieurs de travailler en remote. Donc, ils sont adaptés très, très vite à la situation. Et puis, ils ont des gens qui travaillent sur le hardware, ils ont des opérations en ce moment, ils ont des robots qui doivent livrer dans certains retailers aux États-Unis et ailleurs. Et donc, ils ont mis en place un roulement où, en fait, les employés viennent, je dirais, comment on dit ça, dans des cycles horaires pour pas se fréquenter, pour pas se croiser. Beaucoup de startups vont mourir malheureusement de cette période, hormis celles qui sont en train de travailler sur les business models de demain, sur l'automation. Et typiquement, cette entreprise qui commercialise un robot qui s'appelle Tally voit l'avenir plutôt avec de bonnes nouvelles, pas pour le moment, mais en tout cas, même les startups, tout le monde s'organise un petit peu en fonction des instructions qu'ils doivent recevoir. Et c'est évident que pour les entreprises qui sont un peu plus digitales, comme les startups modernes du monde d'aujourd'hui, bon, les ingénieurs, software, etc., ils sont habitués de travailler en remote. Ça n'a pas changé beaucoup de choses pour eux, mais pour le brick and mortar classique, c'est évident qu'en ce moment, ils doivent se sentir bien seuls par moment dans leurs tâches quotidiennes ou à la maison. Je n'ai pas d'expérience particulière à dire, hormis que bon, les retailers que je connais aux États-Unis avec qui éventuellement je collaborerais, bon, ils sont déjà équipés d'un certain nombre de systèmes et puis tout le monde bosse de chez lui, naturellement. Abby, j'ai un point, si tu permets, que je voudrais ajouter. Je pense qu'il y a un des sujets, et c'est pas tout le temps possible, qui aide aussi les entreprises et les employés, surtout les entreprises, à traverser cette crise. Quelque part, c'est d'en être acteur. C'est-à-dire qu'on l'a subi énormément. C'est encore une fois, les informations sont hyper anxiogènes. Il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont menées de ci et là, où les gens s'impliquent dans qui aider à confectionner des masques et à changer les lignes de production, etc. Et toutes ces initiatives permettent aux gens de s'impliquer dans cette crise, de se l'approprier et quelque part d'en être acteur. Et je pense que c'est aussi une capacité, ça aide aussi les gens à traverser cette crise-là, pas que la subir, mais aussi d'avoir un rôle actif dans la crise. Donc, au sein de Salesforce, je ne parlerai pas des initiatives qu'on a menées parce qu'on n'a pas envie de les rendre publiques pour l'instant, mais on a une très forte mobilisation avec nos solutions et avec un certain nombre d'acteurs du médical, du paramédical pour accompagner. Et je pense que le succès que ça peut avoir au sein de l'organisation témoigne aussi de la volonté des gens d'aider et de la volonté des gens de sortir de leur situation un peu anxiogène où on tourne en rond chez soi. En plus, on est en vase clos en confinement, c'est compliqué. S'occuper la tête avec des choses comme ça où on a un sentiment d'être utile et d'aider, je pense que c'est quelque chose qui peut fortement contribuer à passer la crise correctement. Et je rejoins Phil. Je pense que l'après-crise va nécessiter beaucoup d'accompagnement et d'aide psycho, sociaux et autres moyens que sans doute on mésestime aujourd'hui. Ouais, moi, je rajouterais aussi un autre point par rapport à ce que vous dites, c'est que je pense que malgré tout, dans ces nouvelles méthodes de travail, on s'améliore sur certains sujets. Je pense qu'il y a peut-être plus de productivité qui pourrait en être. Il y a peut-être des manières de travailler qui vont pouvoir persister et aider l'entreprise aussi à se réinventer à l'avenir. Parce que beaucoup de sociétés dans l'univers notamment du retail ne sont pas habituées à travailler forcément à distance avec ses collaborateurs, etc. C'est pas de la high-tech, c'est pas des entreprises qui ont l'habitude de travailler de cette manière-là. Cette nouvelle organisation, je pense, va aussi beaucoup apporter à l'avenir.
Si on se tourne justement vers les facteurs clés de succès en fait, et quels sont vraiment comment les retailers doivent traverser cette crise et se préparer à l'après-crise. Moi, j'aurais tendance vraiment à scinder les retailers déjà en deux catégories. C'est-à-dire ceux qui bénéficient des usages qui sont liés au confinement, sont dans les business essentiels, bien sûr, et le reste. Je pense que c'est quand même deux situations qui sont très, très, très différentes. Et si on regarde justement les retailers qui, quelque part, bénéficient des usages liés au confinement, alors bien sûr, il y a l'alimentaire, auquel on pense en premier, et bien sûr tout ce qui est livraison à domicile, hein, comme tu le disais aux États-Unis avec Instacart. Il y a le parascolaire potentiellement, même l'équipement informatique apparemment en ligne, puisque beaucoup de gens doivent être capables de travailler de chez eux. Si on regarde si on se pense sur l'alimentaire, ce qu'on voit, c'est que les chiffres de l'e-commerce sont en train d'exploser. Hein, l'alimentaire était justement l'un des secteurs un petit peu à la traîne au niveau e-commerce, ce qui représentait que 4%, des ventes de l'alimentaire passées par l'e-commerce. Aujourd'hui, je viens de lire un article qui parle de 14% aux États-Unis. Donc, bien sûr, à voir si ce type de tendance va perdurer après. Mais moi, une question que j'aurais, c'est finalement dans l'alimentaire, qui sont les acteurs qui réussissent le mieux et pourquoi, en termes d'omnicanalité, d'offres et d'expérience qu'ils donnent à leurs clients. Là, Sébastien, si tu peux nous donner un peu tes impressions. Je peux donner quelques éclaircissements. Alors, d'abord, on se rend compte quand même que l'hypermarché, je ne vais pas parler d'e-commerce tout de suite, mais l'hyper qui était dans une situation désastreuse et extrêmement difficile, alors Phil en parlera mieux que moi, mais avec de nombreuses fermetures, très nombreuses fermetures aux US, tout d'un coup redevient effectivement plébiscité, et on peut même dire que quelque part ils sont un peu la seconde ligne, hein. Après les soignants, c'est quand même en grande partie l'hyper qui fait qu'on arrive à maintenir l'alimentation de la population. Donc c'est quand même un point intéressant à retenir pour l'après. Évidemment, le e-commerce devient, et le drive pour les zones où le e-commerce n'est pas achalandé, devient extrêmement attractif, et on assiste à des explosions de trafic assez impressionnants. Néanmoins, ça cache quand même des difficultés et des disparités, puisque on est quand même soumis à des tensions fortes sur la supply chain, à des tensions fortes sur la logistique, à la gestion des hommes, et on voit un certain nombre de mises en demeure du gouvernement français auprès des employeurs pour garantir la sécurité de ses employés. Donc, il ne faut pas que ce soit non plus à tout prix, et je pense qu'il y a aussi des prérogatives à respecter. Je pense que les entreprises qui sont le plus digitales traversent un petit peu mieux cette crise-là, évidemment, parce que une partie du business se reporte, mais en quantité finalement assez faible aujourd'hui, en dehors du e-commerce. Alors après, assez étonnamment, le bricolage fait des scores extrêmement forts, parce que les gens sont chez eux, donc ils ont envie de bricoler. L'ameublement se défend aussi pas trop mal. On pourrait croire que les gros investissements ne sont pas là, parce qu'il y a à peu près néanmoins, mais ils restent en croissance relative. Les jeux en ligne, évidemment, tout ce qui est bien culturel au sens large, on peut mettre le jeu dans le bien culturel. Donc ça, sont des secteurs qui en profitent. Et tu as cité tout à l'heure le voyage qui est le grand perdant évidemment de tout ça. Et le fashion, alors assez étonnamment, on voit des scores très hétérogènes, avec certains sites qui sont fermés pour des questions de logistique et d'entrepôts qui ne sont plus capables de livrer, et certains sites qui arrivent quand même à avoir des croissances de 5, 10, 15, 20, 30% pour certains. Donc on est face à quelque chose d'assez hétérogène. C'est difficile de dégager une tendance, et puis on est un peu dedans, donc on va quand même prendre de la distance par rapport à ce qu'on constate, hein. Puis tout dépend par rapport à quelle période on se compare, donc tout ça est à prendre avec beaucoup de pincettes. En tout cas, je pense qu'effectivement, il y a des entreprises qui arrivent de par leur business model digital, on va y revenir, je pense, juste après, dans l'après-crise, à s'en sortir un peu mieux que les autres. Non, mais c'est clair. Après, moi avant de passer la parole à Phil, moi, je pense qu'il y a aussi un enjeu quand même qui est important pour toutes les retailers aujourd'hui qui sont capables d'offrir vraiment une expérience e-commerce, c'est la qualité de l'offre e-commerce, qui malgré tout va quand même peser beaucoup dans le succès de certaines marques par rapport à d'autres. Alors bien sûr, c'est particulièrement vrai dans le monde de l'alimentaire, où souvent on peut se retrouver face à un site qui va pas réussir à tenir le coup du trafic, ou un site qui va vous proposer des dates de livraison qui vont être très éloignées par rapport à la date actuelle. Donc je pense qu'il y aura quand même une question autour de l'expérience qui va aussi jouer, à mon avis, on va dire dans le succès de certaines marques par rapport à d'autres. Je pense que
Oui, alors je sais pas, ce serait intéressant de voir effectivement comment est-ce que cette expérience a été perçue. Elle est globalement plus ou moins positive, hein. Je pense que les tensions sur la logistique, sur toute la chaîne de livraison sont tellement fortes que, je sais pas s'il y a des retailers qui s'en sortent mieux que les autres. Certainement que certains ont des solutions, et j'en parlerai pas ici, de e-commerce qui leur permettent de mieux se tenir la charge avec une élasticité plus forte, et on en connaît, mais je pense que globalement, j'ai un peu le sentiment que finalement, on est dans un bien de première nécessité où là, il s'agit juste de se nourrir, et que finalement, je vais aller sur le site du retailer chez qui j'ai l'habitude d'aller. Si je vais faire mes courses dans une enseigne, assez naturellement, je vais aller sur la même enseigne. À voir effectivement, et le point est valide, en quoi après crise, l'expérience qui est effectivement pas exceptionnelle aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui sortent plus leur épingle du jeu, va faire en sorte qu'il y aura des différenciations fortes, ou si finalement on reprendra nos habitudes, et et je pense que ça fera une transition sur la suite de notre discussion sur le new normal, comme disent les Anglais. Est-ce qu'on va revenir sur le business as usual, et un peu plus de la même chose ou un peu moins de la même chose peut-être, ou est-ce qu'il va y avoir des changements de business model et de paradigme? On en reparlera, je pense, juste après. Non, tout à fait. Alors Phil, toi, de ton point de vue et notamment ton point de vue par rapport aux sociétés américaines, quelles sont celles qui s'en sortent le mieux justement et quels sont les modèles qu'elles ont pu mettre en place pour bénéficier malgré tout de cette période? Je vais vous donner quelques exemples, mais j'ai apprécié ton commentaire parce que je pense que faut pas oublier qu'aujourd'hui, la part de chiffre d'affaires des retailers, sans parler de ceux qui nous expliquent pour des raisons humanitaires, ils ont cessé leurs activités, ce qui m'a fait un petit peu ricaner dans mon coin. Je pense que l'expérience, enfin, d'abord, la proportion de chiffre d'affaires dans les commerces est encore très pauvre. Et je vais aller un petit peu plus loin de ce que tu disais. Je pense que même l'expérience online, elle est terrible par moment. Très franchement, Amazon Fresh, c'est un cauchemar. J'ai pas encore réussi à commander véritablement. Je trouve qu'Amazon fait un travail absolument incroyable et c'est une entreprise absolument fantastique de ce point de vue. Bon, après les aspects humains, etc. On n'est pas là pour, hein, on va pas partir trop loin dans la remarque générale, mais ça reste compliqué encore de commander en ligne et c'est crucial. Je pense que ça va être une période cruciale pour les retailers, on va dire ceux qui ont une activité e-commerce, parce qu'ils vont se rendre compte que les campagnes de marketing, bah, elles marchent bien, mais c'est peut-être l'occasion de tester plus de trucs. C'est l'occasion d'améliorer sa supply chain. C'est l'occasion d'améliorer les moyens de paiement parce que c'est encore, ça reste encore des fois très compliqué d'acheter sur Internet. Je suis désolé, mais il y a encore beaucoup de boulot, les gars. Hein. Va falloir se bouger. Bon, plus sérieusement, euh, euh, là, je viens de confirmer ma livraison sur Instacart. Je ne serai pas livré avant dimanche. Alors, c'est clair que les nouveaux business models dans l'alimentaire, les Instacart, les DoorDash, les Postmates, les Caviar, les Uber Eats en ce moment, je pense que c'est vraiment en train de s'installer de façon très profonde dans le fonctionnement des gens. Et puis ça va continuer. Je pense que la psychose d'aller dans un magasin et de croiser du monde, alors que maintenant on a des barrières, etc. Je pense que ça va changer de façon assez significative. En tout cas, c'est en train de boomer pour ces entreprises. Aussi, tout ce qui est box, Blue Apron, etc., qui a été racheté il y a quelques temps, qui fonctionne assez bien. C'est des boîtes qui avaient du mal c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que c'est des boîtes qui avaient beaucoup de mal à être profitables. C'était du VC money en permanence. Et là, bah, peut-être qu'ils vont sortir de leur zone rouge et puis de devenir enfin profitables parce que je pense que les gens vont s'en servir beaucoup plus. Alors, pour les retailers qui ont, c'est sans polémiquer, Monsieur Jeudi, pour les retailers qui ont effectivement une activité e-commerce, etc., eh bien, Target a noté une multiplication par deux des téléchargements de ces applications. Bref, son activité sur son application mobile est en train d'exploser. Donc, comme quoi, ceux qui avaient une belle application mobile pour faire du shopping, eh bien, ça tombe bien, c'est une bonne nouvelle pour eux. Ça se passe plutôt bien pour Target, que je trouve fait un travail assez intéressant aux États-Unis. On parle souvent de Walmart. Moi, je dis, on parle pas assez de Target. Ce que fait Target au niveau du brick and mortar, au niveau du en ligne, c'est assez intéressant. On parle souvent d'Amazon versus Walmart et Target. Ce qu'il faut savoir, c'est que
paradoxalement, il semblerait que tout ça au conditionnel, que Walmart et Target tirent meilleur profit de l'activité e-commerce qu'Amazon en ce moment. C'est normal, je parlais effectivement de la difficulté de commander sur Amazon Fresh, c'est super compliqué, ça marche pas très bien. La supply chain est pourtant au point, ils sont en train de la développer d'une façon unique au monde, mais ça reste encore compliqué. Donc là, pour le moment, de toute façon, Walmart, bon, c'est plus pour du, je dirais, du non alimentaire, et donc Walmart, Target, naturellement, s'en sortent mieux, visiblement. Après, dans le retail alimentaire, c'est un peu l'hécatombe parce que il y a effectivement beaucoup de Dollar Tree, enfin, tous ces cheap retailers, enfin, je sais pas comment on les appelle. Il y a des deep discount grocery retailers, Aldi et Lidl, qui ont beaucoup de mal. Trader Joe a pas d'application, ils ont rien digital. Alors là, si tu as envie de continuer à faire tes courses chez Trader Joe, tu t'armes de patience et puis tu vas au magasin. Là, il n'y a pas d'activité en ligne. Donc, je pense qu'eux, ils vont avoir un petit peu mal aux dents pendant cette période-là. C'est assez intéressant à noter. Voilà un petit peu, je dirais, sur la partie alimentaire. Voilà un petit peu la situation et quelques commentaires. Sébastien, j'ai vu ton stylo. Non, non, ouais, je voulais juste ajouter un point, effectivement, qui fera peut-être la transition sur la suite. Je pense que je ne sais pas si aujourd'hui les consommateurs sont attentifs ou regardent effectivement l'expérience, la qualité, etc. L'enjeu, c'est de se nourrir, l'enjeu, c'est d'être ravitaillé. Et est-ce qu'il faut attendre une trois quarts d'heure dans une file d'attente Internet parce que le site est mal foutu, etc. On le fait. Et effectivement, on prend ses précautions parce qu'on sait que les délais de livraison sont rallongés du contexte dans le contexte. Ce qui est très vraisemblable, en revanche, c'est que dans l'après-crise, effectivement, on peut imaginer qu'on va avoir des changements d'habitude et de comportement, que le food retail online va sans doute prendre plus de proportions et que les gens vont peut-être moins vouloir sortir et consommer, etc. On verra comment la consommation se passe et comment le comportement du consommateur. C'est difficile de l'anticiper. En tout cas, c'est une hypothèse forte. Et dans ce contexte-là, si cette hypothèse est valide, alors effectivement, la facilité d'expérience, la fluidité, le niveau d'assortiment, le vitesse de livraison, tous ces contextes, tous ces critères-là vont rentrer en ligne de compte et vont devenir Ouais. des facteurs de différenciation forte des marques. Donc, tout à fait, tout à fait. Ça m'amène justement à ma dernière question, qui est que on s'attend quand même. Abigail, non, juste répondre, parce que comme j'ai préparé le non alimentaire, j'étais resté dans l'alimentaire. Je te redonne le micro tout de suite après. Non, c'est parce que c'est très intéressant en fait. Ce qu'on appelle les pure players en France, les marques direct to consumers comme Allbirds, les chaussures, Warby Parker, Casper, euh, bénéficient aussi pas mal de. Alors ça, c'est des spécialistes, c'est des gens qui vendent super bien en ligne. Alors, ils vendent pas de la nourriture, mais bon, ils bénéficient bien entendu de la croissance du commerce, mais naturellement pas dans des proportions très frappantes parce que naturellement, les gens ils font un petit peu attention aux sous en ce moment, surtout aux États-Unis, c'est assez évident. Et une autre, la nouvelle est parue récemment, pas plus tard qu'hier, c'est Wayfair. Leur cours en bourse a pris 41%. D'ailleurs, il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien entre les cours de bourse et la situation qui se passe pour certaines industries. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, c'est comme ça. Wayfair a pris plus de 40%. C'est des gens qui vendent pas ils vendent des fournitures, pas des fournitures, des furniture. C'est pour la maison, des meubles, des choses comme ça. Ils sont en train de cartonner. Wayfair, W-A-Y-F-A-I-R. Donc, comme quoi, il y a aussi des phénomènes qui sont un petit peu complètement surprenants. Et les top 10 des US companies en termes de market share qui est sorti récemment pour 2020, l'année n'est pas encore finie, mais il y a déjà des analystes qui nous racontent des trucs. Je pense qu'à mon avis, on va avoir, je pourrais faire, c'est Amazon, Walmart, eBay, Apple, Home Depot, Wayfair, West Buy, etc. Je pense que ça va changer complètement parce que il y a quand même des choses qui sont en train de se passer aussi au niveau de ce que le e-commerce, que les gens font tous les jours, quoi. Depuis 10, 20 jours enfermés dans leur maison, ça va durer encore peut-être 15 jours ou j'en sais rien. Je pense qu'il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer aussi
pas que dans l'alimentaire, au niveau de l'e-commerce. Alors justement, par rapport à ce que tu viens de dire, Phil, c'est vrai qu'on constate que par les usages liés au confinement, il y a quand même d'autres secteurs qui bénéficient de cette période, comme tu viens de le citer, que ce soit l'ameublement, l'équipement informatique, etc. Moi, une question que je me pose et qu'on se pose tous les jours, c'est que c'est des sociétés, pas forcément les plus grosses, c'est des sociétés qui sont peut-être plus petites ou pas digitalisées. Tu parlais de Trader Joe dans l'alimentaire, qui est quand même un acteur important. Comment ces sociétés, comment ces retailers qui sont peu digitalisés aujourd'hui peuvent dès maintenant, malgré le contexte, commencer à se préparer à l'après-crise? Parce qu'on le voit bien, on ne sait pas quels sont les usages qui vont perdurer, c'est très difficile de le savoir aujourd'hui. Mais bien sûr, il n'y aura pas un déconfinement qui aura lieu du jour au lendemain. Donc bien sûr, il y aura encore de l'achat à distance. Bien sûr, il y aura encore des usages autour du do-it-yourself, hein, comme on l'a pu le voir peut-être dans le bricolage ou dans la cuisine. Comment ces retailers qui sont peu digitalisés peuvent dès aujourd'hui commencer à se préparer à l'après-crise? Pour moi, le monde du digital, c'est pas seulement le canal, bien sûr, c'est le canal de l'e-commerce, c'est donc la capacité à vraiment vendre, que ce soit via un site ou bien sûr une application mobile. C'est rester connecté avec ses clients, à la fois pour la partie marketing, mais aussi pour la partie customer care. C'est vraiment repenser finalement la position d'une marque autour du digital, que ce soit en ligne ou en magasin. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui? C'est vrai qu'aujourd'hui, si je dis nous, ce qu'on essaie de faire côté Baybridge, pour essayer d'accompagner nos clients, c'est qu'on a conscience qu'aujourd'hui, nos clients, ils ont un problème, ou ils ont on va dire des enjeux de trésorerie, bien sûr. On est tous confinés, donc on a du mal à travailler, à se voir les uns avec les autres. Et puis, bien sûr, les marques sont aussi prises par leur quotidien et la gestion de la crise au day-to-day. Nous, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est vraiment de réfléchir, ce à quoi on essaie de réfléchir avec nos clients. C'est vraiment des offres d'accompagnement qui sont des offres packagées pour construire un vrai socle digital en une période relativement courte, via des offres, on va dire, de souscription, hein, plutôt que d'un offre vraiment de projet rapide. On essaie de mettre en place des offres, ce qu'on appelle de Retail Accelerated Commerce, qui sont comment aider nos clients à construire un socle digital avec nos méthodes de travail à distance et avec finalement un modèle qui leur permette de gérer le financement sur la durée. Ça, c'est la manière dont nous, on le voit chez Baybridge. Peut-être toi, Sébastien, qu'est-ce que tu penses de ce type d'offre? Est-ce que comment les marques aujourd'hui peuvent se préparer à l'après-crise avec ce type de solution? En fait, je pense que la réponse, elle intervient sur plusieurs plans. Je suis 200% d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, une marque, et la situation le prouve, ne peut plus se permettre d'avoir une présence digitale faible, mal valorisée, enfin qui valorise mal sa marque, mal réalisée, mal exécutée, etc. Donc je pense qu'il y a une urgence pour les marques qui n'ont pas pris ce virage-là, et je pense que l'approche de Baybridge est pertinente dans ce contexte d'essayer de structurer, de packager des offres qui permettent d'accélérer sur ces sujets-là, pour pouvoir aller vite sur l'activité e-commerce avec de la cohérence. Le point qui est quand même important, c'est justement ce point de cohérence. Finalement, la question qui se pose à Abi, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de son business model et qu'est-ce qu'on veut faire de son client. Depuis la nuit des temps, le retailer vend du produit, et on parlera de différents modèles juste après, je crois, mais la question qui peut se poser, effectivement, c'est comment je considère mon client. Est-ce que tout d'un coup, moi qui me suis orienté produit, je vais vouloir potentiellement commencer à regarder un axe qui sera un axe plus client, l'expérience que je souhaite lui faire vivre, la cohérence que je veux lui donner, l'image que je veux lui livrer, les produits que je veux lui vendre, les services potentiellement qui peuvent les accompagner, et comment je package tout ça. Et en fait, tout ça, la réponse, elle est en deux temps. C'est-à-dire qu'on a un enjeu tactique hyper court-termiste de dire j'ai besoin d'avoir cette réponse digitale parce que c'est lié à ma survie, mais il faut aussi la penser dans un axe qui est peut-être plus moyen terme ou long terme, de dire ok, finalement, et c'est peut-être pas la question maintenant aujourd'hui parce que je pense que les retailers ont la tête dans le guidon et que là c'est des questions de survie qui se posent, mais demain, le plus rapidement possible, en tout cas on l'espère quand ce confinement sera terminé, c'est comment je me réinvente si je peux me réinventer et comment j'aligne finalement cette trajectoire digitale et ces enjeux digitaux avec une vraie cohérence d'entreprise, une vraie stratégie d'entreprise. Je pense qu'on en parlera juste après. Toi, Phil, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses de entamer cette transformation et comment commencer à se préparer dès aujourd'hui à l'après-crise pour les retailers? D'abord, un commentaire que j'ai lu qui est tout à fait vrai, c'est pas
c'est quand même pas le e-commerce qui va sauver le renouveau du retail après cette crise. C'est pas suffisant et clairement, les retailers ont aujourd'hui vraiment besoin d'améliorer leur processus. Ça reste un métier qui est un métier c'est un mélange d'organisation, d'improvisation, d'urgence, d'opportunités financières, etc. Mais je pense qu'il y a, il y a, il y a, il y a vraiment une, une, il y a toujours une priorité encore aujourd'hui dans les retailers, dans leurs initiatives d'innovation, de transformation, d'amélioration des process, de prendre en compte le magasin en fait. Et je pense que il y a d'ores et déjà beaucoup de téléphones qui doivent sonner. Je citais une entreprise qui est dans la robotisation. Clairement, il y a des choses qui sont certainement en train de se passer, beaucoup de travail, de réflexion qui sont menées en ce moment parce que la machine e-commerce permet un petit peu de laisser un petit peu plus de temps un peu moins de stress sur les opérations dans le magasin. Et paradoxalement, je pense qu'il y a beaucoup de la robotisation je pense que on va en entendre parler, on entend beaucoup. Enfin, c'est un sujet qui vient vraiment d'actualité. Je citais cette start-up qui, effectivement, à mon avis, je me fais pas de soucis pour elle sur l'après-demain parce que, bon, d'abord, c'est une des meilleures dans son segment et puis en même temps, on va avoir besoin que les associés passent plus de temps avec les clients dans le magasin. C'est aussi, il y a beaucoup d'améliorations apportées au niveau du shipping, de la supply chain, des moyens de paiement. C'est pas encore parfait tout ça. Et je pense que, à mon avis, ça reste pour être dans la réponse concrète pour une fois, si je peux le faire à ta question. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont certainement menées aussi en ce moment pour améliorer le process parce que forcément les gens sont pas soumis à l'accoutumance d'être dans le bureau, du stress du quotidien du magasin. Et je pense qu'il y a des choses qui vont certainement changer aussi et des réflexions qui sont menées en ce moment sur le process. Bon, le commerce 360, comment améliorer un petit peu le système dans tout ça. Je pense que c'est un vrai sujet d'actualité en ce moment et malgré la gestion de la crise, le cash, tirer les lignes de crédit à coups de milliards de Macy's etc. C'est vraiment dramatique ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des retailers très importants et très connus qui vont rester sur le carreau. Enfin, aux États-Unis, hein, c'est pas grave, hein, c'est Chapter 11 et puis on repart dans 3 mois après. C'est un petit peu particulier, mais je pense qu'il y a des choses en profondeur qui sont en train de se faire. Je peux pas trop forcément. C'est une intuition. Hein. Je partage aucune information particulière. Après, je vais passer la parole à Sébastien. Je pense que beaucoup de ce qui va changer dans le retail va dépendre d'une part de la durée de cette crise, parce que personne ne sait combien de temps ça va durer, et de la manière dont le déconfinement va se faire, parce que concrètement, il est quand même très probable que les usages, enfin en tout cas que notre quotidien va être impacté après le confinement, parce qu'il y aura, je pense, un certain nombre de restrictions qui vont être imposées dans la durée, et qui va du coup forcément impacter les retailers et leur demander d'engager un certain nombre de transformations aussi sur, comme tu le disais, sur le lieu de vente. Tu parlais de la robotisation, moi je pense aussi à tout ce qui est scan and go, hein, sur lesquels Amazon a été assez, évidemment, a été le premier à mettre ce genre de solution en place. Donc on peut s'attendre à un certain nombre, je pense, de transformations et qui vont bien sûr dépendre de la durée de cette période. Alors pour finir, du coup, quand je parle à Sébastien, comment toi tu vois justement la transformation du retail après le Covid? Oui, alors je pense il y a effectivement beaucoup d'interrogations qui subsistent. La durée de la crise, tu l'as évoqué. Quelle nature de reprise de la consommation, notamment le physique? Je reviens sur ce que disait Phil, qui est quand même très juste. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la plupart des retailers, ils ont 80, 90, 95% de leurs revenus en physique. Donc, on ne va pas se transformer du jour au lendemain. Et puis, quelle capacité de production en Asie, qui est quand même une des sources de production les plus essentielles. Donc, je pense que si on réfléchit, il y a peut-être des initiatives essentielles et des initiatives stratégiques. Pour l'essentiel, on l'a un peu cité, c'est une accélération du digital parce qu'on ne peut plus en faire l'économie, que ce soit pour pouvoir travailler différemment, répondre aux besoins des clients, et puis malgré tout avoir une présence online parce qu'il faut quand même se préparer à des changements d'habitude aujourd'hui ou peut-être demain ou après-demain. Les initiatives stratégiques,
Bah, il y a déjà des choses qui sont en place. On citait tout à l'heure l'économie circulaire. Effectivement, ça répond un peu aux 3 R, hein, resell, recycle et rent. Et on voit déjà des initiatives qui existent, hein. Je pense à Vinted ou Auchan qui fait déjà du recyclage. Je crois que c'est SMCP qui a lancé les premières expériences de location. Donc, on voit qu'il y a des nouveaux business models qui se pensent, qui se réinventent. Tout ça s'appuie quand même sur des vraies mutations sociologiques de nos organisations. Par la consommation, on répond quand même à des vrais enjeux sociaux. Donc, on sait que le consommateur aujourd'hui s'intéresse de plus en plus aux marqueurs écologiques et que l'éco, enfin, le passage de l'éco-responsabilité à l'éco-rentabilité peut être aussi un vrai facteur de transformation avec la déconsommation. Donc, on parle beaucoup de New Deal, de relance keynésienne, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là, mais la question, c'est finalement, est-ce que potentiellement, il y a une autre façon de consommer qui va s'installer? Est-ce que les leviers de transition écologique vont devenir, et peut-être pour les générations plutôt à venir, X, Y, Z prime et autres, des vrais marqueurs de consommation? Je n'achète plus que des biens qui sont validés et qui sont éco-responsables. J'évoquais le fait d'avoir un shift vers plus de clients et peut-être moins de produits, mais plus de clients et plus de services et plus de valeur. On est bien placé pour en parler sur des business models chez Salesforce de souscription. Moi, j'ai le souvenir de ma grand-mère qui achetait son vin au Savour Club et qui recevait une caisse tous les mois. Alors, c'était plus de produits. Ça pourrait s'accompagner plus de services. Ces modèles à neuf, hein, de ma grand-mère qui est véridique, le démontre. Et puis, il y a quand même une énorme interrogation, c'est quel va être le rôle de l'État dans tout ça. On voit que l'État, le président Macron a parlé d'État-providence, ça durera pas. Effectivement, ça peut aussi jouer un rôle majeur parce que si les États décident de réguler différemment la consommation, de mettre en place un certain nombre de règlements forts qui vont contraindre les retailers et les consommateurs à être autrement, ça pourra changer la face des choses. Donc, je pense que d'un côté, il y a une attente, hein, cette consommer autrement, consommer moins, consommer mieux, c'est pas un mot, c'était là avant le Covid, donc ça va faire que accélérer. De toute façon, les crises accélèrent un certain nombre de choses, la fin d'entreprise ou la transformation. Effectivement, ce rôle de l'État. Alors, je m'excuse, mais il n'y avait plus de son. Ah, Donc, j'ai vu que tu parlais. J'ai été très religieusement, mais je ne sais pas ce que tu as dit. Il y a eu une Ok. coupure de son. Excusez-moi. Mais je peux Donc, intervenir. Est-ce que je peux rebondir sur ce qu'a dit Sébastien? Est-ce que tu m'autorises? oui, Je bien vais être sûr. très rapide et, comme toujours, très sérieux. Je pense qu'il y a plein de business models qui sont en train d'éclore aux États-Unis. Sébastien, j'ai pris un coup de vieux parce que j'ai été moi aussi client du Savour Club. Donc, je vois que que je dois avoir l'âge de ta grand-mère. C'est terrible. Je ne me vois pas vieillir. C'est fou, ça. Mais très sérieusement, il y a plein de business models qui sont en train d'exploser aux États-Unis. La location, la souscription, ça explose. Je veux dire, c'est ça dans tous les domaines, dans tous les domaines d'activité. Tu parlais, Abigail, du sport, etc. Et c'est marrant, mais tu as raison d'insister. La France, elle est toujours en retard. Pourquoi? Parce que c'est difficile de mettre en place, là, typiquement, le drive en place chez Fnac et Boulanger.
Ah, non, j'ai rêvé quand j'ai vu ça. Ils viennent juste de le mettre en place. Mais je me suis dit, oui, bien entendu, forcément, ils ont été forcés un peu par la crise et tout ça. Mais en même temps, en France, tu peux pas travailler le dimanche. Enfin, je veux dire, il y a des tas de choses qui empêchent, je dirais, de nouveaux business models d'arriver aussi, qui sont freinés par des contraintes réglementaires. Mais clairement, les startups sont là, les retailers, comme vous citiez, sont en train de prendre des initiatives dans des nouveaux business models de recyclage, de location, etc. Mais bon, il va falloir apporter un petit peu plus de souplesse. Il y a peut-être aussi un petit peu de réflexion à avoir de ce point de vue-là, parce que la façon dont on fait le commerce à maman ou à grand-mère aujourd'hui, bah, les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin d'avoir un travail. Il va peut-être falloir un petit peu se libérer des contraintes syndicales et autres, ou je ne sais, ou historiques ou religieuses, ou je ne sais pas, parce que il y a plein de business models qui fonctionnent aux États-Unis. Et je vois pas ça arriver en France véritablement. C'est quand même assez surprenant. Alors maintenant, c'est peut-être le discours d'un expatrié ou d'un gars qui a oublié qu'il a grandi et qu'il a bénéficié du système fantastique français. Mais je pense qu'il y a besoin il y a des choses qui fonctionnent d'ores et déjà. Et je pense que peut-être que ce qui va arriver avec cette espèce de chaos un petit peu humain, malheureusement, dans les relations sociales, dans l'organisation de sa journée et de sa vie, ça peut effectivement avoir des impacts positifs, mais il va falloir un petit peu lâcher les rênes. Oui, tout à fait. On arrive là, du coup, à la fin de notre webinaire, mais je pense que sur le mot de la fin, c'est que malgré tout dans la crise, comme on l'a entendu, comme l'ont dit Sébastien et Phil, il y a malgré tout des innovations. C'est aussi la crise donne aussi l'opportunité de se repenser, de se transformer et de s'innover et d'innover. Donc, en effet, dans cette période de crise, on gère tous et vous gérez tous le quotidien, mais on voit aussi l'opportunité pour le retail de se transformer post-crise. Merci à tous. Bon courage dans cette Sébastien, période. attends, Sébastien, il avait une belle Non, phrase, une belle conclusion. je voulais juste dire, parce que on suit un peu un navigateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Éric Bellion, qui défend des causes humanitaires et qui a fait la course autour du monde dans des globes pour défendre ses causes et qui a toujours cité qui évoquait la contrainte est une source d'innovation. Voilà, donc on est dedans, effectivement, et je pense que les retailers, pour terminer sur une note positive, et les clients avec qui on parle sont concernés, relativement inquiets sur un certain nombre de choses, mais en même temps aspirent à se transformer. C'est pas facile de se transformer quand tout va à peu près bien, même si ça n'a jamais été très très bien depuis, enfin pas depuis un certain temps. Là, aujourd'hui, on a un vrai artefact qui nous permet de le faire. Donc, gageons qu'on a l'opportunité de le faire et qu'on va avancer. Ça va bouger, c'est sûr. Ça peut pas ne pas bouger, clairement. Donc le mot positif pour la fin. Merci à tous. À très bientôt.